Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que vous m'aviez demandé. Donc elle a mis un peu de temps à se préparer parce que faut pas que je vous dise n'importe quoi, faut que je me renseigne un peu sur tout, il y a des méthodes que je ne connaissais pas bien, donc voilà. J'ai le cou tout blanc. Donc j'ai tout mis sur mon petit ordinateur, genre j'ai 7 pages de documents. Donc voilà, pour être sûr de rien oublier et parce que je ne connais pas tout par cœur tout simplement. Du coup je vais pas vous les lister tous d'un coup, je vais les faire au fur et à mesure. Donc je vais vous parler des différentes méthodes contraceptives. Bon, la plus connue je pense c'est la pilule contraceptive. Donc c'est un comprimé que vous prenez tous les jours, régulière pendant 21 ou 28 jours, ça dépend de la pilule. Si vous prenez une pilule avec 21 jours, donc vous avez une petite plaquette comme ça avec 21 comprimés que vous prenez donc pendant les 21 jours et donc c'est tout noté, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout ça. Pour se repérer c'est beaucoup plus simple et pour se souvenir si tu as pris ta pilule ou pas, parce que oui, des fois il y a des petits oublis. Et ensuite vous faites un arrêt donc pendant 7 jours où vous avez du coup vos règles puisque vous avez plus les hormones, et au bout du 8e jour, et bien vous reprenez une plaquette tout simplement. Si vous avez une pilule avec 28 comprimés, donc pour 28 jours, les 7 derniers comprimés en fait c'est des placebos. Donc ça revient un peu au même que celle avec 21 comprimés, sauf que du coup vous prenez la plaquette en continu, ça vous permet de pas oublier au bout des 7 jours de reprendre une plaquette. Donc voilà, vous prenez 7 comprimés qui servent à rien en gros, mais ça vous évite de louper la reprise de la pilule. Donc il y a plusieurs types, donc moi j'en connaissais deux. J'ai découvert qu'il y en avait une troisième, donc la première c'est l'œstroprogestative. C'est celle que j'ai, c'est une mini dosée donc qui contient 2 hormones, œstrogène et progestérone. Et il y a plusieurs générations selon la génération en fait progestative. Il y avait déjà dû entendre les débats de les pilules de 3e et 4e génération, enfin bref. Moi je crois que c'est une 2e génération. Vous avez ensuite la pilule progestative, donc microdosée, donc il y a une seule hormone, la progestérone. Celle-ci elle peut provoquer une absence totale des règles ou des petits saignements aléatoires ou des règles toutes les 4 semaines, ça dépend. Et la dernière que je ne connaissais pas du tout, c'est la pilule contraceptive séquentielle. Donc en gros vous avez les 2 hormones mais dans des comprimés différents. Vous avez du coup l'œstrogène les 7 premiers jours, puis au niveau du 16e ou du 14e jour, ça dépend des pilules, vous avez des comprimés qui contiennent œstrogène et progestérone. En gros, ils disent que la séquence imite le cycle menstruel naturel de production des hormones, mais bien sûr ce n'est pas naturel puisque on vous apporte des hormones. Donc la pilule elle est prescrite par un médecin, donc médecin général ou gynéco ou sage-femme, parce que oui, beaucoup ne le savent pas, mais la sage-femme peut prescrire les modes de contraception. Elle peut vous faire également les examens gynéco d'une femme qui va bien, elle peut suivre la grossesse d'une femme qui va bien, voilà. Donc vous pouvez être suivi par exemple toute votre vie avec une sage-femme et pas forcément de gynéco, voilà. Parce que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent et c'est important de le dire. Et l'ordonnance, elle peut être renouvelée par une infirmière pendant maximum 6 mois. Et le pharmacien peut également renouveler la délivrance pour 6 mois maximum. Ça peut être bien à savoir si vous n'avez pas le temps de retourner chez votre médecin et que votre ordonnance est foutue. Donc le mode d'action, donc pour la pilule œstroprogestative, ça bloque l'ovulation, donc ça diminue en fait la concentration dans le sang de 2 hormones qui sont responsables de l'ovulation, donc la FSH, donc c'est l'hormone folliculo-stimulante, et la LH, l'hormone lutéinisante. Ouais c'est ça, j'ai l'impression de réviser mes cours. En gros le progestatif il épaissit la glaire cervicale qui empêche les spermatozoïdes de remonter. Et elle agit aussi sur la muqueuse utérine et empêche donc l'implantation de l'embryon. Alors que la pilule progestative, comme elle a juste la progestérone, elle bloque le passage des spermatozoïdes et la nidation, mais elle bloque pas systématiquement l'ovulation, ça dépend je crois des pilules. Donc pour qui la mini-dosée, pour les personnes qui ont des règles très irrégulières, c'est plutôt bien parce que ça règle nickel les règles, elles sont moins abondantes, moins longues et moins douloureuses. La microdosée elle convient mieux aux personnes qui sont fumeuses, sujettes à des complications de santé comme le cholestérol, le diabète, l'hypertension et qui ont eu des antécédents d'embolie ou de phlébite. Elle est efficace à 99%, après ça dépend en fait de l'utilisation. Elle est efficace à 99% si vous l'utilisez correctement, mais il y a toujours des personnes qui ne la prennent pas correctement, des oubliés, etc. Mais sinon au niveau de l'indice de Pearl, je sais pas comment ça se dit exactement, genre en anglais quoi,
il y a 0 à 0,43% de grossesse par an, donc sur 100 femmes, il y a 0,43 grossesses, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais ça c'est si elle est utilisée correctement. Au niveau du coût, c'est entre 1,28 et 1,60 remboursé à 65% pour les pilules de première et deuxième génération. Et pour les autres, c'est un tarif plus libre. Faut savoir aussi qu'elles sont donc là remboursées à 65% avec l'assurance maladie, mais avec une mutuelle, elles peuvent être remboursées totalement. Moi, je sais que je paye rien du tout. La pilule, elle est également gratuite pour les mineurs et gratuite dans un centre de planification. Donc au niveau des avantages et des inconvénients, on peut avoir une prise de poids parce que ça augmente l'appétit, surtout dans les 3 premiers mois. Et les contre-indiqués pour les fumeuses selon l'âge, les antécédents et le type de pilule. Ça peut influer sur des symptômes dépressifs, mais c'est pas la seule cause sur les dépressions, etc. Mais en fait, ils ont fait une étude qui montrait que 2 fois plus de femmes qui se déclaraient dépressives ou en dépression étaient sous pilule. Donc on peut pas être sûr que ce soit la pilule qui déclenche ça. Ça peut également diminuer la libido à cause de la chute de la testostérone, mais c'est pas chez tout le monde. Elle peut provoquer de l'acné selon les femmes et selon le progestatif, ou au contraire vous faire une meilleure peau. Et rarement il y a des risques de thrombose, donc c'est formation d'un caillot de sang dans les veines qui peut remonter jusque là et vous faire une embolie pulmonaire, et ça c'est plutôt très grave, mais c'est vraiment très rare. Donc voilà pour la pilule. Ensuite vous avez le DU, donc dispositif intra-utérin, ou plus communément appelé le stérilet, qui peut être au cuivre ou hormonal. Donc c'est le deuxième moyen de contraception le plus utilisé après la pilule, mais très souvent il y a des médecins qui vont dire qu'ils n'ont pas envie de le prescrire parce que disent que c'est réservé aux femmes ayant des enfants, etc. Mais ça c'est faux. Donc en gros c'est un petit objet placé dans la cavité utérine. Je vais vous montrer une petite photo par ici. C'est en forme de T en fait, et ça mesure environ 3,5 cm de long. Ça pareil, ça dépend. Je crois que c'est pour l'hormonal qu'il existe un petit pour les femmes qui n'ont jamais accouché et un plus grand pour les femmes qui ont accouché. Donc c'est inséré dans l'utérus, donc par un professionnel de santé, donc médecin généraliste formé, gynéco ou sage-femme. Donc comme je vous l'ai dit, il y a deux dispositifs intra-utérins au cuivre et hormonal. Donc le stérilet hormonal, en fait il libère dans l'utérus une hormone, donc le lévonorgestrel, à faible dose, donc c'est en gros c'est une hormone progestative qui perturbe pas le fonctionnement hormonal, contrairement à la pilule, car elle passe pas dans le sang, ou alors un tout petit peu. Et elle agit au niveau de la glaire, elle coagule la glaire cervicale au niveau du col et donc empêche la nidation. Au niveau du stérilet en cuivre, c'est un mécanisme local, il n'y a pas d'hormones, c'est juste comme l'autre, sauf qu'il y a un petit bout de cuivre qui est entouré dans l'espèce de barre du thé, on va dire. Et il exerce du coup une action toxique directement sur les spermatozoïdes, il y a une réaction inflammatoire. Donc selon l'indice que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a 0,5 à 3% de grossesse par an sous stérilet. Donc les avantages, bah déjà il n'y a pas de risque d'oubli contrairement à la pilule. Vous avez une protection durant 4 à 10 ans, ça dépend. C'est environ 5 ans, et pour le tout petit stérilet hormonal c'est 3 ans. Ça peut diminuer le flux des règles et parfois même les stopper. Par exemple le stérilet à la progestérone, comme il diffuse l'hormone en continu, il n'y a pas en gros d'arrêt de production d'hormones, donc de cycle comme la pilule où vous allez arrêter pendant 7 jours et du coup ça va faire venir les règles. Il y a un dosage aussi qui est beaucoup plus faible qu'avec la pilule, donc vous avez moins d'effets secondaires. Les inconvénients possibles, vous pouvez avoir des douleurs pelviennes, une expulsion du stérilet durant le premier mois après la pause parce que votre corps il rejette. Vous pouvez parfois avoir des règles plus abondantes et plus douloureuses, ça c'est surtout avec le stérilet en cuivre. Très rarement il peut y avoir une perforation utérine à la pause, mais ça c'est très rare. Rarement également une infection génitale, donc l'endométrite ou la salpingite au moment de la pause, donc surtout pour le stérilet en cuivre. Également microkystes au niveau des ovaires que vous n'allez pas du tout sentir et qui sont pas dangereux, mais pareil c'est rare. Et inconvénient aussi, c'est qu'il n'empêche pas les grossesses extra-utérines qui se forment donc dans les trompes, puisqu'ils bloquent au niveau de l'utérus. Donc du coup les contre-indications, c'est les malformations utérines, fibromes intra-utérins, antécédents de grossesse extra-utérine parce que ça se pourrait que ça recommence, donc ça vous protégerait pas. Cancer du col de l'utérus ou de l'endomètre avant le traitement. Antécédent d'IST il y a moins de 3 mois. Après un accouchement, donc il faut attendre le retour de couche. Si vous avez une infection génitale haute, il y a moins de 3 mois. Et la tuberculose génitale. Pour le coup, pour les stérilets en cuivre, c'est 30 €
50 et pour le stérilet hormonal c'est environ 125 €. Ils sont remboursés à 65% par l'assurance maladie. Après la mutuelle je sais pas. C'est gratuit pour les mineurs et dans les centres de planification. Donc si vous voulez pas payer vous pouvez aller dans un centre de planification peu importe votre âge. Et en fait un truc que je savais pas, en cas de rapport sexuel non ou mal protégé, donc on peut recourir à la pilule le lendemain. Je vous mettrai d'ailleurs dans le petit juste ici, je vous ai fait une vidéo sur la contraception d'urgence. Mais vous pouvez également mettre un stérilet en cuivre qui peut être posé dans les 5 à 7 jours suivant le rapport. Il conseille avant les 5 jours. Et voilà, ça peut être aussi une solution. Ensuite une autre méthode, le patch contraceptif qui est disponible en France depuis 2004, donc ça fait pas tant de temps que ça. Hein. Donc c'est un petit patch à coller soi-même sur sa peau, donc au niveau du ventre, des épaules, en bas du dos. Une fois par semaine que vous renouvelez chaque semaine pendant 3 semaines et durant la 4e semaine, on met pas de patch mais vous inquiétez pas, vous êtes tout de même protégé. Et du coup l'arrêt du patch ça provoque l'apparition des règles vu qu'il y a un arrêt de diffusion d'hormones. Donc le patch c'est une méthode œstroprogestative car il contient 2 types d'hormones, donc comme la pilule en fait, œstrogène et progestatif. Donc elles sont diffusées de manière continue dans le sang et leur diffusion c'est comme la pilule, ça stoppe le processus d'ovulation et de nidation. Donc ça coûte environ 13 € par mois et c'est pas remboursé. Je trouve ça assez dommage du coup parce que 13 € par mois quand c'est une fille ça revient à un sacré budget quand même. L'efficacité c'est 99,7%, donc 0,3% des femmes ayant un patch ont eu une grossesse dans l'année. Donc en prenant compte des oublis, du décollement des patchs, l'efficacité elle chute à 91%, donc 99,7% c'est le pourcentage en théorie, donc en utilisant parfaitement le patch sans oublis, sans décollement etc. Donc l'avantage c'est que du coup ça dure une semaine, il faut y penser juste une fois par semaine, contrairement à la pilule où je pensais tous les jours. C'est assez simple à utiliser parce que vous avez juste à coller sur la peau et du coup vous pouvez vérifier à chaque fois s'il est bien en place puisque c'est dans un endroit que vous voyez quoi. Les inconvénients possibles et les contre-indications, donc il y a des effets secondaires, donc nausées, gonflements douloureux des seins, saignements, maux de tête un peu comme la pilule. C'est visible par votre partenaire ou par d'autres personnes, par exemple si vous êtes en maillot de bain, ça se voit. Et il y a un risque de décollement mais vous avez la possibilité de le refixer ou d'en mettre un autre, mais il faut faire attention qu'il soit pas enlevé trop longtemps, je sais plus combien de temps c'est 3 heures ou je sais plus. Et un autre inconvénient c'est qu'il n'est pas remboursé. Ensuite vous avez l'implant contraceptif, donc c'est un petit bâton cylindrique de 4 cm de long et 2 mm de large, donc ça va, c'est pas très grand. C'est inséré en fait sur la peau, sous la peau du bras. C'est sous anesthésie locale et la pause franchement ça dure quelques minutes, je crois qu'en gros vous en avez pour 3 minutes pour que ce soit fait quoi. Donc il peut être mis ou retiré par un médecin, gynéco ou sage-femme et dès que la femme le désire donc vous pouvez le mettre et puis un mois plus tard dire bah non en fait j'enlève. Donc l'implant il peut être laissé en place pendant 3 ans et c'est une contraception hormonale également parce qu'il contient un progestatif. Au niveau des actions, il bloque l'ovulation car il supprime le pic de LH que je vous ai parlé de tout à l'heure. Ça épaissit la glaire cervicale, donc ça limite le passage des spermatozoïdes et ça amincit la muqueuse utérine, donc ça empêche la nidation. Au niveau du coût, il coûte environ 106 € remboursé à 65% et gratuit pour les mineurs et en centre de planification. Et son efficacité c'est 99%, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des avantages, vous êtes tranquille pendant 3 ans, vous n'avez pas besoin d'y penser. Il y a plutôt une bonne tolérance, il y a des effets indésirables qui sont pas systématiques et qui disparaissent quelques mois après la pause. Vous n'avez pas d'œstrogène, donc ça fait moins d'hormones. Un effet immédiat, donc dans les 24 heures qui suivent la pause, donc c'est plutôt rapide. Pour plus de sécurité, il est mis pendant les règles, sauf s'il y a un avortement, une naissance, etc. Tout simplement pour être sûr que vous soyez pas enceinte. Il n'y a pas de contre-indication pendant l'allaitement, donc si vous avez accouché et que vous reprenez une contraception, vous pouvez le mettre même si vous allaitez votre bébé. Et il n'y a pas beaucoup de contre-indications, donc en contre-indication, les antécédents thromboemboliques, donc phlébites et embolie pulmonaire, antécédents d'affection hépatique sévère, donc hépatique au niveau du foie, des hémorragies génitales, tumeurs sensibles aux hormones, hypersensibilité aux principes actifs ou à des excipients, forcément oui. Au niveau des inconvénients, ça s'insère sous la peau avec une aiguille sous anesthésie locale. Ça peut laisser une petite cicatrice après le retrait. Vous pouvez avoir également des troubles du cycle, des règles irrégulières, des saignements à n'importe quel moment, une absence de règles, donc si jamais c'est le cas, il faut quand même en parler au médecin qui vous l'a posé. Il peut y avoir une prise de poids, de l'acné, des nausées, tension dans les seins et maux de tête comme il y a des hormones. Enfin une hormone. Une autre technique c'est l'anneau vaginal, donc c'est un anneau souple de 5 cm et demi en gros de diamètre à placer soi-même dans le vagin
en gros comme un tampon, et on le laisse en place pendant 3 semaines. Donc au début de la 4e semaine on l'enlève soi-même, donc ce qui provoque l'apparition des règles comme il n'y aura plus d'hormones, et 7 jours après vous en remettez un autre. C'est un peu le même principe que la pilule qu'on prend pendant 3 semaines, qu'on arrête une semaine et qu'on reprend. Et vous êtes bien sûr protégé même pendant la période d'arrêt. Donc ça permet de bénéficier d'une contraception pendant 4 semaines. Donc il y a 2 types d'hormones à l'intérieur, un œstrogène et un progestatif, et il agit comme la pilule en inhibant l'ovulation, etc. Vu qu'il y a les mêmes hormones, c'est le même mode d'action. Au niveau de l'efficacité, c'est 99,7% en théorie mais 92% en pratique, parce qu'il y a des personnes qui oublient de remettre l'anneau après l'arrêt, il y a une expulsion du contraceptif par exemple après un rapport, et il faut le remettre dans les 3 heures max. Donc tout à l'heure je vous ai dit 3 heures pour le patch, mais non, c'était pour ça en fait. J'avais une notion de 3 heures mais pas pour le bon truc. Au niveau des avantages, ça permet une contraception efficace sans y penser pendant 3 semaines. Ça délivre des hormones à dose moindre et de manière plus régulière que la contraception orale, donc c'est les mêmes hormones mais vous en avez moins. Il y a peu de saignements durant les cycles, après ça dépend des filles. Il y a une bonne tolérance. Il n'y a pas de problème en cas de vomissement, contrairement à la pilule, je vous en ai pas parlé, mais à la pilule, si vous vomissez dans les heures suivant la prise, il va falloir en reprendre parce que ça a été vomi quoi. Vous avez possibilité de modifier votre cycle en mettant un nouvel anneau après les 3 semaines sans faire de pause. Mais attention, il faut bien garder après l'anneau 3 semaines. Et ça j'en ai pas parlé aussi, mais c'est possible aussi de le faire avec la pilule. Je l'ai déjà fait mais j'évite de le faire pendant trop de fois de suite. Mais ouais, du coup ça vous permet en gros de pas avoir vos règles, donc ça c'est plutôt pratique. Inconvénients et contre-indications, donc les contre-indications sont les mêmes que la pilule. Déconseillé aux femmes qui souffrent d'un prolapsus souterrain ou une constipation chronique. Donc prolapsus c'est une descente d'organes, et pour la constipation, tout ça parce qu'il y a un risque d'expulsion accidentelle, voilà. Et si jamais en fait sans faire exprès il est expulsé, vous pouvez le rincer à l'eau et le remettre. Bon, sauf s'il est expulsé dans un endroit crado hein. Il se conserve au frais, effets secondaires, céphalée, vaginite et perte blanche. Au niveau du coût, il coûte 16 € par mois et c'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc ça c'est bien dommage. Une autre méthode c'est le diaphragme, donc c'est une coupole en silicone et en latex que l'on place soi-même dans le vagin au contact du col de l'utérus, et du coup ça empêche le passage des spermatozoïdes. Par contre il doit être utilisé en complément avec des spermicides pour une meilleure efficacité. Je vous parlerai des spermicides un peu après. Donc il peut être posé au moment du rapport sexuel, mais il peut être aussi posé par exemple 2 heures avant. C'est important de le garder pendant 8 heures après le rapport au cas où, voilà, et il faut le retirer maximum 24 heures après le rapport. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut être réutilisable. Le soleil se cache, il pleut. Au niveau de l'efficacité, c'est à 94% en théorie, mais 88% en pratique, à cause des erreurs de manipulation, non utilisation à certains moments du cycle, etc. Les avantages, c'est qu'il peut être mis en avance et qu'il est réutilisable. Au niveau des inconvénients, c'est une manipulation assez délicate. La taille doit être déterminée avec un professionnel de santé. Mais j'ai vu que maintenant il existait des tailles uniques. Ça doit être utilisé avec un spermicide, donc ça apporte un coût en plus. C'est déconseillé aussi aux femmes qui sont mal à l'aise avec leur corps parce qu'il faut quand même mettre les doigts à l'intérieur et tout ça. Et déconseillé aux femmes qui ont un risque grave si elles ont une grossesse, donc par exemple des maladies cardiaques. Déconseillé si vous avez des infections urinaires à répétition, si vous avez un prolapsus, donc descente d'organes. Au niveau du coût, c'est 33 € pour celui en latex et 42 € pour celui en silicone. C'est remboursé par la sécurité sociale sur la base de 3,14 € et plus le spermicide sur ordonnance qui coûte entre 7 et 19 € qui n'est pas remboursé. Ensuite, une nouvelle méthode qui est pas très connue non plus, c'est la cape cervicale. Donc en gros c'est un peu le même système que le diaphragme. C'est un dôme très fin en silicone qui recouvre le col de l'utérus pour empêcher le passage des spermatozoïdes. Donc comme le diaphragme, il peut être posé au moment du rapport ou avant. Il faut le garder 8 heures et maximum 24 heures. Réutilisable, et pareil il doit être utilisé avec des spermicides. Donc 91% en théorie sur les femmes qui n'ont pas eu d'enfant et 74% chez les femmes ayant déjà eu un enfant, parce que ça couvre moins bien le col, puisque chez les femmes qui ont un enfant il y a le bébé qui est passé, donc c'est plus ouvert. Et en pratique 84% chez les femmes n'ayant pas eu d'enfant et 68% chez les femmes qui ont eu des enfants, donc c'est pas top hein. Au niveau de l'avantage, ça peut être mis en avance et c'est réutilisable, et des avantages, c'est que chez les femmes qui ont des enfants c'est déconseillé, et vous avez encore le coût des spermicides avec.
Et ensuite aussi au niveau du coût, ça coûte 60 € et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Vous pouvez vous le procurer en pharmacie ou au centre de planification après une consultation avec un médecin, donc généraliste, gynéco ou sage-femme. Ensuite, le très cher préservatif masculin qui est très connu. Donc en latex ou polyuréthane pour les personnes qui sont allergiques au latex. Donc qui se déroule sur le pénis en érection avant la pénétration et retient le sperme. Par contre, avant la fin de l'érection, il faut se retirer immédiatement après l'éjaculation en retenant le préservatif à la base pour pas qu'il glisse à l'intérieur et qu'il se vide, sinon ça ne sert à rien. Et ensuite faire un petit nœud, vous le jetez, hop hop hop, pas dans les toilettes, attention. Donc il doit être changé à chaque rapport sexuel, ça me paraît logique mais bon, on précise quand même. Jamais de préservatif l'un sur l'autre. Et vous pouvez également utiliser un gel lubrifiant avec. Donc le lubrifiant il permet d'éviter que le préservatif se déchire. Et par contre on n'utilise jamais de matières grasses comme de l'huile, du beurre, de la vaseline parce que ça le fragilise. Je reprécise aussi qu'avec le préservatif féminin, c'est les seuls moyens de contraception qui vous protègent contre le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles, donc les IST. Pour une double protection, vous pouvez aussi l'associer à un autre moyen, donc le stérilet, la pilule, implant, spermicide, ce que vous voulez quoi. Mais vous ne pouvez pas l'associer avec le préservatif féminin par contre. L'efficacité en théorie 98%, en pratique 85%, parce qu'il est chez des personnes, il n'est pas forcément utilisé à tous les rapports, qu'il faut l'utiliser tout le temps. Il faut l'utiliser également à tout moment du cycle. Au niveau des avantages, c'est qu'il est sans ordonnance, que ça protège contre les IST, le VIH. Ça peut être utilisé seul ou en complément d'une autre méthode, donc ça favorise l'efficacité. Il est trouvable facilement partout en pharmacie, supermarché, dans certains distributeurs, dans certains lycées, les cafés, les magasins de presse, les stations-service, donc un peu partout. Et il y a également plusieurs tailles disponibles pour s'adapter à chacun. Par contre, attention, il faut choisir ceux avec le sigle CE, donc Communauté Européenne ou NF Normes Françaises, sur l'emballage. Au niveau du coût, c'est vraiment pas cher, genre 20 centimes dans certains lycées et 56 centimes en pharmacie. C'est gratuit dans les centres de planification, centres de dépistage et dans les associations de lutte contre le VIH. Mais je trouve ça un peu dommage que ça ne soit pas remboursé parce que peut-être qu'en le remboursant, il y aurait peut-être un peu plus de personnes qui l'utilisent. Ensuite, on a le préservatif féminin, donc c'est une gaine en nitrine ou en polyuréthane. Qui est muni en gros d'un anneau souple aux deux extrémités qui se place à l'intérieur du vagin. Il peut être mis en place plusieurs heures avant le rapport ou juste avant et il doit être changé à chaque rapport. Avec le préservatif masculin, c'est les seuls moyens de contraception qui protègent contre le VIH et les IST et comme le préservatif masculin, il empêche le passage des spermatozoïdes. Donc efficacité à 95% en théorie et 79% en pratique. Il peut être utilisé avec un autre moyen de contraception pour éviter une grossesse non prévue. Donc au niveau des avantages, il n'y a pas besoin d'ordonnance, ça protège contre les IST, ça peut être utilisé seul ou en complément. C'est très résistant, ça peut être placé plusieurs heures avant le rapport et ça nécessite pas, contrairement au préservatif masculin, que l'homme se retire direct après l'éjaculation. Au niveau du coût, 8,70 € la boîte de 3 en pharmacie, pas remboursée bien sûr. C'est gratuit dans les centres de dépistage, dans les centres de planification et les associations de lutte contre le VIH. Ensuite on va parler des spermicides, donc ça se présente sous forme de gel et d'ovules qui se placent dans le vagin quelques minutes avant chaque rapport et ça rend inactif ou ça détruit les spermatozoïdes. Ils peuvent être utilisés seuls mais c'est fortement recommandé de les utiliser avec une autre méthode barrière comme le préservatif, diaphragme, la cape cervicale pour protéger de manière plus efficace. Efficacité 82% en théorie et 71% en pratique parce qu'il y a une mauvaise connaissance des pratiques d'utilisation. Au niveau des avantages, c'est discret, ça augmente l'efficacité contraceptive associée à des préservatifs par exemple, c'est sans ordonnance, ça peut servir de lubrifiant vaginal et c'est non irritant pour la paroi du vagin. Au niveau des inconvénients, ça coûte entre 7 à 19 €, ça dépend du format, de la marque, etc. et c'est non remboursé. C'est pas toujours facile à utiliser, c'est peu efficace seul, donc vraiment à utiliser avec autre chose. Ça protège pas contre les IST et au niveau des contre-indications, IST, mycose vaginale, infection urinaire à répétition, plaie du vagin, les femmes qui utilisent des médicaments par voie vaginale. Ensuite vous avez également l'éponge vaginale, donc franchement on n'en parle pas beaucoup, donc c'est une petite éponge qui est molle et ronde et qui comporte une petite boucle pour pouvoir la retirer. Et en fait elle est imprégnée de spermicide, donc ça revient un peu au même, c'est pareil au niveau de l'efficacité, du mode d'action, tout ça.
Ensuite vous avez les progestatifs injectables, donc c'est un progestatif de synthèse, alors je vais vous lire le nom, médroxyprogestérone, c'est le nom du progestatif. Il est injecté par une piqûre intramusculaire tous les 3 mois, donc généralement intramusculaire ça peut être à ce niveau là ou dans la petite aux fesses. J'en ai déjà fait, mais pas de progestatif, mais de piqûre intramusculaire. Enfin, pas sur moi, mais sur quelqu'un quoi, en stage. Pendant 12 mois, donc vous avez une contraception constante. Pendant 12 semaines, pas 12 mois, n'importe quoi moi, parce que c'est tous les 3 mois. Les injections doivent être faites à intervalles réguliers par un médecin, une infirmière ou une sage-femme. Donc c'est une contraception hormonale. Efficacité en théorie 99,7% et en pratique 94%. À cause des intervalles d'injection non respectés, du coup l'efficacité est aussi diminuée par certains médicaments, donc faire attention. Au niveau des avantages, c'est très efficace. Au niveau des inconvénients, il y a les mêmes effets indésirables que l'implant. Donc prise de poids, troubles du cycle, des règles. Une fois injecté, il n'y a pas possibilité de le retirer, il faut attendre que les effets cessent, donc vous êtes obligé d'avoir l'effet pendant 3 mois. Contre-indication, les cancers du sein, de l'endomètre, obésité, diabète, hypertension artérielle, des règles abondantes, fibrome utérin, hépatite ou antécédents récents, maladie du foie, maladie thromboembolique et veineuse. Il y a un risque d'ostéoporose, donc c'est pas recommandé chez les ados et les jeunes adultes, puisque ça se construit encore. Chez les femmes aussi présentant des facteurs de risque d'ostéoporose, donc consommation chronique d'alcool, tabac, antécédents de fractures ostéoporotiques. Chez les mères, traitement au long cours par des corticoïdes de synthèse. Au niveau du coût, c'est 3,44 € en pharmacie sur ordonnance, remboursée à 65%. La stérilisation à visée contraceptive, ça peut être une méthode envisagée chez les personnes majeures, hommes ou femmes, et ça provoque une stérilité considérée comme définitive, donc c'est pour les personnes qui ne veulent pas d'enfants ou qui ne veulent plus d'enfants. Donc chez les femmes, il y a une ligature des trompes, donc hospitalisation de 24 à 48 heures sous anesthésie générale, c'est efficace immédiatement. Ou l'hystéroscopie, je connaissais pas du tout, donc en gros c'est l'insertion en passant par le vagin d'un dispositif dans les trompes de Fallope, donc ça va entraîner une fibrose, donc c'est à dire que ça va boucher les trompes. Les ovules pourront plus arriver du coup dans l'utérus. Ça nécessite pas d'anesthésie générale ni d'hospitalisation. Et la méthode n'est efficace par contre qu'au bout de 3 mois. Efficacité donc à 99,5% car avant l'âge de 35 ans, il peut y avoir un échec de ligature des trompes dû à des réperméabilisations spontanées. Au niveau des hommes, c'est une vasectomie, donc c'est une opération qui consiste à couper et bloquer les canaux déférents, donc qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. C'est fait par un urologue en 15 minutes environ sous anesthésie locale. L'anesthésie est faite avec des genre micro seringues, genre de la taille d'un cheveu quoi. Et il faut ensuite 3 mois pour que l'homme n'ait plus du tout de spermatozoïdes actifs. L'efficacité 99,9% en théorie et 99,8% en pratique, donc j'ai pas le pourquoi du comment par contre. Donc l'intervention, ça doit être une décision bien sûr personnelle qui se déroule dans un établissement de santé, et depuis 2001 toute personne majeure peut demander cette opération. Donc l'opération elle peut être par contre réalisée qu'après un délai de réflexion de 4 mois, parce que c'est quand même pas un truc à faire à la légère, hein, et après confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté, et c'est remboursé à 80%. Ensuite vous avez les contraceptions conventionnelles ou naturelles que je connais pas vraiment, mais d'après ce que j'ai lu c'est peu fiable et plutôt contraignant en fait. Vous avez d'abord le retrait, donc comme son nom l'indique c'est basé sur l'interruption de l'acte sexuel avant l'éjaculation, donc l'homme se retire du vagin de sa partenaire avant d'éjaculer, sauf que ça protège pas du tout des IST déjà. Efficace à 96% en théorie, mais en pratique à 78%, parce qu'il y a un risque de grossesse de 10 à 22%, tout simplement parce que les hommes ont parfois des difficultés à contrôler parfaitement l'éjaculation. Il y a des spermatozoïdes dans le liquide préséminal. Les premières gouttes sortent sans que forcément l'homme les sente, et le liquide ça contient assez de spermatozoïdes pour féconder l'ovocyte. Pas du tout une solution très fiable, hein. Ensuite vous avez les méthodes d'abstinence périodique, donc c'est des techniques qui sont basées sur la détection de la période fertile du cycle menstruel, donc efficacité à 95% en théorie mais en pratique à 75%, donc
bof bof. Donc vous avez déjà la méthode Ogino, donc c'est aussi appelé la méthode du calendrier. Ça vise à calculer en gros la longueur des cycles pour identifier la période fertile, pour éviter d'avoir des rapports non protégés les jours qui précèdent et qui suivent l'ovulation, donc 5 jours avant et 2 jours après. Donc déjà pour utiliser cette méthode, il faut avoir des cycles hyper réguliers, sauf que l'ovulation ça survient pas toujours au même moment. En théorie le 14e jour, c'est pas ça pour toutes les filles, c'est pas ça à chaque cycle, donc voilà. Donc risque de grossesse de 8 à 25%, donc pas très fiable. Hein. Ensuite vous avez la méthode Billings, donc c'est l'observation de la modification des glaires cervicales sécrétées par le col utérin, donc durant le cycle pour identifier la période d'ovulation et éviter les rapports sexuels non protégés à ce moment-là. À l'approche de l'ovulation, la glaire elle est plus abondante, plus fluide et il y a des pertes blanches. Sauf que le souci c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent modifier l'aspect de la glaire, comme une inflammation vaginale, la prise d'un traitement hormonal, l'excitation, etc. Du coup, cette technique, ça demande aussi d'être très à l'aise avec son corps, avec les manipulations vaginales, parce que pour observer la glaire cervicale, faut mettre ses doigts à l'intérieur quand même. Hein. Et pareil, vous avez un risque de grossesse de 8 à 25%. C'est pas très fiable. Ensuite vous avez la méthode des températures qui vise à prendre sa température tous les matins pour identifier la période d'ovulation. Donc la période d'ovulation c'est caractérisé par une température qui augmente de 0,2 à 0,4 degrés. Donc en surveillant sa courbe de température, la femme peut éviter d'avoir des rapports en période d'ovulation. Vous avez du coup un risque de grossesse de 8 à 25% encore, parce que l'ovulation peut arriver à n'importe quel moment. Si vous le savez peut-être pas, les spermatozoïdes ils peuvent vivre 5 jours dans l'appareil génital de la femme. Donc si la femme pense qu'elle n'est pas encore en ovulation, hop, rapport, et genre là 2 jours après, c'était pas prévu à ce moment là par rapport aux autres cycles qu'elle avait, et ben ils sont à l'intérieur, ils sont là quoi. Et il y a également la température qui peut monter en cas de maladie ou d'infection, donc c'est pas très fiable. Hein. Et une dernière méthode que je connaissais absolument pas et que j'avais jamais entendue, c'est la méthode de l'allaitement et de l'aménorrhée, donc la méthode MAMA, parce qu'il y a un effet contraceptif en fait de l'allaitement maternel. Donc, la succion du sein en fait par le bébé, ça provoque la libération de l'hormone prolactine chez la maman, donc qui permet de produire le lait, et la fabrication de cette hormone, ça retarde l'ovulation. En théorie, l'allaitement pourrait retarder la première ovulation juste après l'accouchement, mais il faut que l'allaitement soit exclusif, qu'il soit à la demande des deux seins, jour et nuit, au moins 6 à 10 tétés par jour, et faut pas qu'il y ait plus de 6 heures entre 2 tétés, donc faut en gros que tu bosses pas quoi, parce qu'il faut que tu sois tout le temps avec ton bébé. Hein. Et seulement aussi si les règles sont absentes depuis l'accouchement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu le retour de couche. Mais en réalité c'est un peu impossible de prédire la date d'ovulation à coup sûr, parce que vous pouvez tomber enceinte même si vous n'avez pas encore eu vos règles. C'est comme pour les filles qui sont très jeunes, qu'on vous dit mais t'as pas tes règles, tu pourras pas tomber enceinte, mais même avant d'avoir tes premières règles tu peux quand même. Hein. Donc en conclusion c'est vraiment pas fiable du tout ce truc. Franchement moi je ferais pas confiance à ça, non. Pour conclure, je voulais finir cette vidéo par vous dire vraiment que seuls les préservatifs masculins ou féminins protègent du VIH et des IST. Je vous l'ai assez répété pendant cette vidéo, mais on ne vous dira jamais assez. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, elle aurait été vraiment très longue, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire, mais au moins elle est complète. Voilà, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, mettez en commentaire un smiley jaune, voilà, un smiley jaune, un cœur jaune, des frites, j'en sais rien. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris pas mal de choses. Si vous avez des corrections, des modifications ou des choses à ajouter par rapport à ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.